Ok, donc ça y est, je commence. Donc une fois de plus, vous êtes nombreux, connectés depuis les quatre coins du monde. Donc j'ai vu quelques pays défiler, donc Tunisie, États-Unis, Turquie, Espagne, France, Thaïlande. Donc voilà, c'est vraiment une rencontre internationale. Donc nous vous remercions voilà, d'être présents pour suivre pendant 1 heure cette rencontre virtuelle FLE animée par Madame Geneviève Briet, spécialiste en phonétique. Donc, comme je vous le disais, pendant la session, vous allez pouvoir envoyer vos questions à travers la fenêtre questions-réponses et nous y répondrons en fin de session. Merci encore à tous. On se retrouve dans 1 heure et donc je laisse la parole à Merci Madame. Séverine. Oui, super. Bon, alors je recommence parce que je ne sais pas si vous avez entendu le début. Donc, je vous dis bonjour à chacune, à chacun d'entre vous. J'espère que vous êtes bien installés et je suis très heureuse de pouvoir parler comme ça via la technologie à des personnes qui sont établies dans les quatre coins du monde. Et comme on ne se connaît pas, je voudrais pouvoir vous dire quelques mots un petit peu sur ma pratique du français langue étrangère. Alors, vous allez peut-être voir quelques photos sur le PDF qui va apparaître dans quelques instants. Et donc, je voulais vous dire que j'ai une pratique du FLE où j'aime beaucoup la chanson. Donc, j'ai réalisé des fiches pratiques pour enseigner le français avec Jacques Brel et ces fiches, datent d'il y a déjà un petit temps, mais elles sont disponibles sur le site de Wallonie-Bruxelles International, donc wbi.be. Et aussi donc plutôt des chansons avec Jacques Brel et Serge Gainsbourg sur lesquelles il y a des exercices pratiques et qui exercent le vocabulaire, la grammaire. Et là, via aussi des exercices pour les niveaux B1, B2. Donc ça, c'est pour la France des années 60 en chanson. Et alors, en fait, je peux dire que je suis tombée dans la marmite de la prononciation quand j'étais petite. Et donc, je me suis toujours intéressée à la prononciation du français. Et donc, quand j'ai développé avec TV5 Monde le site Première Classe, j'ai souhaité qu'il y ait un parcours structuré, donc des exercices en ligne qui permettent, à partir de documents déclencheurs qui sont souvent des vidéos, d'acquérir toutes les notions essentielles de la prononciation, à la fois le rythme, l'intonation, les sons, pas de manière tout à fait complète parce que c'était pas possible, mais qu'on permette comme ça de pouvoir découvrir le maximum de cette prononciation avec une traduction aussi en 8 langues différentes. Et par la suite, alors j'ai proposé à 2 de mes collègues, donc Valérie Collige-Neuwenschwander et Emmanuel Rassard, de faire des fiches pratiques et d'aborder aussi la prononciation plus simplement, donc de montrer comment nous, en classe, on pratique cette prononciation. D'abord simplifier les choses avec des images, donc ça c'est pour la partie théorique, et puis proposer des fiches d'animation en classe, donc pas du tout faire la prononciation en laboratoire de langue, mais plutôt tous ensemble, parfois debout, parfois avec des petites histoires et avec des gestes qui vont nous permettre d'intégrer la prononciation. Donc ça, c'est le petit livre jaune. Vous voyez aussi des photos qui montrent un petit peu comment on peut faire en classe, enfin comment nous pratiquons. Et puis, alors c'est Maison des langues qui m'a proposé de faire quelque chose qui n'existait pas encore. C'était des capsules vidéo qui expliquent la phonétique. Et ça, c'est avec le manuel Défi. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, mais je voudrais d'abord vous poser quelques questions. Vous allez les voir apparaître dans quelques secondes. Je voudrais d'abord savoir si vous aimez enseigner la prononciation. Eh bien, je suis ravie de voir que la plupart d'entre vous apprécient enseigner la prononciation et je félicite d'autant plus ceux qui n'aiment pas enseigner la prononciation de suivre ce webinaire en montrant un intérêt pour son enseignement et peut-être une pratique un petit peu différente. Alors, je voudrais aussi savoir à quelle fréquence vous enseignez la prononciation.
Est-ce que c'est à chaque cours que vous donnez? Donc vous voyez les questions par la suite là. Une fois par semaine, ou chaque fois que le manuel le propose, ou une fois en début de cours, ou alors jamais. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'ensemble des propositions. Moi, je ne vois pas tout pour le commentaire. Mais donc, on voit qu'il y a quand même la moitié d'entre vous qui pratiquent, qui enseignent la prononciation à chaque cours. Eh bien, et alors aussi, à peu près une personne sur 5 qui va le faire une fois par semaine. Une personne sur 5 chaque fois que le manuel le propose. Et alors, une fois en début de session de cours, donc on veut installer certaines notions de prononciation. Et alors, je n'ai pas fait toutes les additions, mais donc très peu n'enseignent jamais la prononciation. Alors, la question suivante, c'est dans quel type de cours est-ce que vous enseignez la prononciation? Est-ce que c'est dans un atelier spécifique ou dans un cours général? Oui, là, apparemment, eh bien, vous seriez plutôt partisan, ou c'est parce que vous enseignez plus majoritairement des cours généraux que des cours spécifiques, des ateliers de phonétique, par exemple. Mais donc, vous avez l'occasion de pratiquer la prononciation dans votre cours général. Et enfin, je voudrais vous poser une dernière question. Quels sont les supports que vous utilisez pour pratiquer la prononciation dans vos cours? Alors, vous voyez, un manuel spécialisé en phonétique avec des CD ou les séquences phonétiques du manuel avec lequel vous enseignez, ou des supports présents sur l'espace virtuel liés à votre manuel, peut-être déjà les capsules phonétiques de défi, ou des exercices en ligne qui sont accessibles gratuitement, du type de ceux de première classe avec TV5 Monde, ou des clips vidéo qui expliquent l'articulation d'un son. Alors, on peut aussi prendre des documents qui n'ont pas été didactisés au départ dans ce sens-là, mais qui fonctionnent parfaitement. Les chansons, des comptines, des poèmes, des extraits de films, des publicités. Voilà, super. Merci pour toutes vos réponses. Donc, apparemment, vous vous basez essentiellement sur les séquences phonétiques du manuel que vous utilisez. Vous avez recours parfois à des exercices en ligne qui sont accessibles gratuitement, et vous aimez bien aussi utiliser des chansons, hein, la moitié d'entre vous, même plus. Vous pratiquez aussi la prononciation avec des comptines ou des poèmes, mais pas tellement les extraits de films, et encore moins les publicités. Enfin, il y a quand même 10% d'entre vous qui utilisez ces éléments-là. Voilà, eh bien, je vous remercie pour avoir répondu à toutes ces questions, et je voudrais donc vous parler un petit peu de notre programme pour aujourd'hui. Donc la prononciation, c'est très vaste. Je voudrais d'abord faire une petite observation sur ce qu'est la phonétique et ce qu'est la prononciation. Et alors, aujourd'hui, nous allons vraiment prendre le temps de développer la rythmique et la mélodie du français, parce qu'en fait, c'est le socle de la prononciation. C'est ce qui fait que le français sonne comme il sonne. Et en plus, ce sont des éléments qui posent des difficultés pour tous les apprenants, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau, quel que soit leur pays. Et donc, on va détailler ces éléments essentiels, donc les plus caractéristiques du rythme et de l'intonation dans la suite. Et alors, évidemment, nous verrons comment ces particularités peuvent être illustrées par des capsules phonétiques de défi.
Alors, la différence entre phonétique et prononciation, en fait, la phonétique, c'est simplement la science qui étudie le fonctionnement de la production et de la perception des sons d'une langue. Et alors, elle va s'appuyer sur des réalités d'anatomie, de fonctionnement des organes, la physiologie et de l'acoustique, donc quelles sont les fréquences des sons. Donc, c'est un élément qui est vraiment de l'étude. Tandis que la prononciation, eh bien, c'est l'action, c'est la façon d'articuler les phonèmes. Donc, les phonèmes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sons qui s'opposent parce qu'ils donnent une signification différente. Donc, par exemple, le E et le A pour opposer le à la, ce qui donne une signification différente. Mais si je dis bravo ou boivo, mon R n'a pas de signification, enfin, ne va pas donner une signification différente de mots. Donc ça, c'est la différence entre phonème et son. Et donc, la prononciation, elle porte sur des sons, mais aussi sur la combinaison des sons pour former une syllabe, pour former une chaîne parlée. Ce qui veut dire qu'en fait, on a besoin de la phonétique pour corriger la prononciation ou pour faire acquérir cette prononciation. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souvent parler de capsules phonétiques. Pourquoi? Parce que dans les manuels, phonétique, c'est un mot transparent, tandis que prononciation n'est pas un mot transparent qui soit perçu directement dans toutes les langues. Voilà. Alors, je voudrais encore vous demander votre avis. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est bien prononcer? Alors, plusieurs réponses sont possibles. Vous allez les voir apparaître. Prendre le rythme, respecter la place de l'accentuation, adopter les bonnes intonations, réaliser correctement les voyelles et réaliser correctement les consonnes. Voilà, vous êtes toujours occupés à répondre, mais donc vous êtes assez nombreux, donc comme on a encore beaucoup de choses à se dire, je commente. Donc, vous pensez à peu près enfin, dans d'égales proportions, que bien prononcer, c'est prendre le rythme, respecter la place de l'accentuation. Vous êtes moins sensible à adopter les bonnes intonations. Par contre, réaliser correctement les voyelles, là, ça compte beaucoup. Alors, pour les consonnes, eh bien, 4% d'entre vous pensent que c'est important pour bien prononcer, et pour d'autres, non. Et bon, bah, certains n'ont pas encore voté. Alors, eh bien, en fait, donc toutes les réponses doivent être prises en compte. La prononciation, c'est l'ensemble de ces 5 paramètres pour bien prononcer. Et nous allons passer tout d'abord aux choses qui concernent, voilà, les réponses qui sont là. Donc, bien prononcer, c'est cet ensemble-là. Par quoi commencer dans ces 5 paramètres? Eh bien, tout simplement, c'est Paul Verlaine qui nous donne la réponse, c'est de la musique avant toute chose. Parce que si vous réfléchissez quand vous entendez parler une langue étrangère, la première chose que vous percevez, c'est sa musique. Donc ça veut dire son rythme, ses intonations. Et c'est aussi la première impression qu'on donne quand on parle une langue étrangère. C'est son apparence rythmique, mélodique. Donc il y a même des chanteurs qui essayent enfin une musique ils n'ont pas encore les paroles, mais ils chantent dans ce qu'on appelle chanter en yaourt. Et en fait, donc on n'a pas toujours conscience que nous sommes imprégnés par le rythme et l'intonation de notre langue et que nous allons transférer automatiquement dans la langue étrangère. Et donc, on va faire des exercices spécifiques pour prendre conscience du nouveau rythme et des nouvelles intonations que nous devons adopter. Et aussi, vous savez bien que quand on veut adopter, il faut aimer. Et
Donc, on va s'attacher à trouver ces spécificités. Et en plus de cette motivation d'habillage sonore, du fait que c'est la première chose qu'on perçoit, ce rythme et l'intonation, il y a aussi une autre raison qui nous pousse à focaliser d'abord sur le rythme et l'intonation, c'est une raison acoustique. Parce que, vous voyez mon image, donc le rythme et l'intonation, ça peut faciliter l'acquisition des sons et la correction des sons, des consonnes et des voyelles. Pourquoi? Donc vous voyez donc l'image qui est là, mon bateau. En fait, le bateau repose sur la mer. La mer, c'est l'intonation. L'intonation, elle est rythmée par les vagues. Le bateau, c'est un énoncé. Donc c'est ce que je dis en une seule respiration. Et chaque énoncé va comprendre plusieurs syllabes. Ces syllabes, ce sont les voiles. Alors les voiles, elles sont ou bien en position favorable, donc poussées par avant, arrière, ou bien elles sont face au vent en position défavorable. Et lorsque la syllabe est en position favorable, eh bien le son sera beaucoup plus facilement réalisé. Donc que ce soit la voyelle ou la consonne. C'est dans cet aspect-là aussi que la méthode de correction verbotonale s'appuie en partie pour ce facteur acoustique pour corriger les sons. Et donc aujourd'hui, on va découvrir où et comment la syllabe est la plus favorable. On pourrait parler une autre fois de la correction des voyelles et des consonnes. Donc ça veut dire que que l'enseignant et les apprenants seront gagnants si l'on passe du temps au début de l'apprentissage à étudier toute cette particularité de rythme et de mélodie des langues. Donc vous savez bien que quand on construit un bateau, on ne va pas commencer par les voiles, on va commencer par la base. Et vous avez peut-être aussi en tête l'exemple de personnes étrangères qui en fait ne prononcent pas si mal les sons du français, mais qui ne sont pas pour autant faciles à comprendre parce qu'elles ne découpent pas leurs paroles de façon, dans les mêmes structures rythmiques que le font les francophones, et donc sont extrêmement difficiles à percevoir quand elles parlent en continu. Donc, nous allons nous intéresser d'abord au rythme. Alors, je voudrais vous poser une question. Quelle est la place de l'accentuation en français? Est-ce qu'elle est toujours sur la première syllabe du mot ou du groupe? Est-ce qu'elle est toujours sur l'avant-dernière syllabe du mot ou du groupe? Toujours sur la dernière syllabe du mot, du nom ou du verbe? Toujours sur la dernière syllabe du mot ou du groupe? Ou, au minimum, sur la dernière syllabe du mot ou du groupe? Alors, vous êtes vraiment une majorité à proposer comme réponse, donc toujours sur la dernière syllabe du mot ou du groupe, ou alors au minimum sur la dernière syllabe du mot ou du groupe. Alors, bien sûr, il y a toujours une accentuation sur la dernière syllabe du mot ou du groupe, mais à laquelle peut parfois s'ajouter une accentuation sur la première syllabe du groupe de mots, quand il s'agit d'avoir une intonation, une accentuation ou une volonté plus expressive. Par exemple, je peux dire formidable, donc j'accentue sur la dernière syllabe, mais je peux aussi dire formidable. Et j'ai donné un accent d'insistance, d'expressivité à la fois sur la première et sur la dernière syllabe. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'on doit toujours avoir cette accentuation sur la dernière syllabe, et c'est celle-là qu'on doit faire acquérir. Alors, je vous propose de partir en classe, de faire un petit exercice que nous pourrions faire avec les apprenants. Donc, vous voyez quelques mots, donc ils sont assez transparents. Le mot difficile,
et puis quelques cousins en anglais, en italien, en espagnol. Et où se place l'accentuation dans chacun de ces mots qui sont transparents dans leur signification. Et je vous propose de frapper le rythme dans les mains. Et vous pouvez le faire avec moi si vous voulez. Alors j'ai un petit codage sur la droite, vous voyez. Donc le ti correspond à une syllabe brève, tandis que le ta correspond à une syllabe accentuée qui est plus longue. Alors on va faire le premier pour le français. Ti, ti, ta. Difficile. Le deuxième, l'anglais, ta, ti, ti. Difficult. Le troisième, pour l'italien, ti, ta, ti, ti. Difficile. Et le dernier, l'espagnol, difficile. Vous voyez que l'accentuation n'a pas la même place pour chacun de ces mots. Et si on prenait le temps d'observer une langue en particulier en prenant un ensemble de mots, on pourrait peut-être établir qu'il y a une place privilégiée pour une accentuation dans chacune de ces langues. Alors, moi, si je ne connais pas la prononciation de ce mot, je peux m'appuyer visuellement sur les oppositions de couleurs, les lettres minuscules ou les capitales pour savoir où se place l'accentuation. Et avec ces aides, si je ne sais pas, si j'ai jamais entendu ces mots, je vais pouvoir les prononcer. Et on va un peu voir maintenant la particularité du français. Donc, on a vu que déjà précédemment que ça se passe à la fin, mais il y a quelque chose qui est encore beaucoup plus spécifique pour le français. Donc, vous voyez ici, donc je peux pas faire d'animation, mais vous voyez que je peux dire pour les phrases françaises, on va s'atteler à ça. Donc, on a d'abord la première phrase, le vieux. Si je continue, si je donne une caractéristique supplémentaire, je vais dire le vieux prof. Je continue, j'ajoute encore un élément, le vieux prof de FLE. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai toujours une seule accentuation. Cette accentuation est toujours en finale et on voit qu'elle n'est pas du tout liée à un mot. C'est pas parce que j'avais l'accentuation sur vieux qu'elle va continuer à être sur vieux. Donc, j'ai une seule accentuation dans mon groupe de mots. Tandis que, par comparaison, en anglais ou en espagnol, on voit qu'on peut avoir, que l'accentuation est toujours fixée sur un mot bien particulier, donc que ce soit un adjectif, un nom, ou on pourrait aussi avoir un verbe, et qu'on peut avoir plusieurs accentuations à l'intérieur du même groupe de mots. Donc, on retient une seule accentuation par groupe de mots. Donc, je pourrais dire aussi qu'en français, il n'y a pas de contrat d'accentuation qui va lier un mot à une accentuation. Ça fonctionne pas du tout de cette façon-là. Alors, comment est-ce que je pourrais faire en classe pour le faire percevoir? Eh bien, il y a écouter, voir et sentir. Donc, on va écouter l'accentuation dans une chanson, une comptine, un dialogue, un poème, un slogan publicitaire. On va même commencer par ça. Donc, quand on écoute une chanson, ce serait la première question. C'est pas quel mot est-ce que vous avez observé ou ça parle de quoi, mais peut-être simplement proposer de frapper dans les mains comme on fait quand on aime bien, qu'on est en groupe et qu'on est dans un concert et on va frapper dans les mains. Alors, le bain sonore, c'est extrêmement important pour qu'il y ait un déclic de perception à la fois du rythme, de l'intonation, des sons, et ce déclic qui se fait plus ou moins tôt selon les personnes, selon la plasticité de leur cerveau, bon, souvent c'est lié à l'âge, le fait qu'elles aient une intelligence auditive plus développée ou non. Alors il y a d'autres apprenants qui ont une intelligence visuelle assez développée, ils seront plus réceptifs à la transcription. La transcription, donc telle que celle qu'on a utilisée auparavant, et qui va mettre la syllabe en relief par une couleur, vous voyez, les capitales, les soulignements, le gras, etc. Et enfin, comme notre parole vibre dans notre corps, c'est bien aussi d'associer le corps à
cette accentuation. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités d'utiliser trois portes d'entrée différentes qui sont donc à la fois l'oreille, l'œil et le corps. Et je vous propose d'utiliser la porte d'entrée du corps, qui est notre premier instrument, pour saisir cette accentuation, donc avec les apprenants. Donc, déjà 2 premières possibilités. Donc, frapper dans les mains, le grand chien de mon voisin. Donc, voilà cette possibilité où on peut faire comme on faisait tout à l'heure, des ti et des ta, frapper plus fort. Alors, quelque chose qui fonctionne bien aussi, là, je ne crois pas que vous ne voyez pas la table sur laquelle je vais frapper, mais donc, c'est comme si je frappais à la porte, mais je frappe sur donc vous voyez mon poing là, comme si je frappais à la porte, mais je frappe sur la table, et je peux d'abord frapper le rythme, et puis les élèves vont répéter. Et ça marche aussi quand j'entends qu'ils n'accentuent pas à la bonne place. Donc simplement, je reproduis le rythme avec mes doigts, et alors eux vont reprendre l'accentuation spontanément. Donc ça fonctionne vraiment super bien, en tout cas avec mes groupes. Et une autre façon qui fonctionne très bien dans un groupe où on n'a pas de réticence avec le contact corporel, donc les apprenants et le professeur forment un cercle. Donc on ne se regarde pas, mais on va faire la queue leu-leu, ça veut dire que je regarde le dos de celui qui me précède, et au lieu de frapper dans les mains, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper le rythme sur l'épaule de celui qui me précède. On fait ça tous en même temps, donc on sent aussi si on est en rythme avec les partenaires, et donc ça donne un ancrage supplémentaire. Donc c'est vraiment très important aussi de solliciter la mémoire de l'oreille, la mémoire de la vue, la mémoire du corps, pour ancrer ces éléments qui font vraiment partie de nous, qui sont le rythme et l'intonation. Voilà, donc on a bien en tête que l'accentuation se passe sur la dernière syllabe, comme vous le savez bien, et une autre caractéristique que les étrangers perçoivent bien, c'est sa continuité. Donc comme je ne fais pas de pause entre chaque mot qui compose mon groupe de sens, eh bien, on peut donner l'impression que le français, c'est de l'eau qui coule. Dans d'autres langues, qu'est-ce qu'on fait? On fait une pause entre chaque mot. Donc nous, en français, on ne parle pas en syllabes isolées, on ne parle pas en mots isolés. On pourrait dire que le français, c'est une langue qui aime le contact. Et donc, si on ne parle pas en mots isolés, on dit des mots qui sont groupés. Et en fait, on parle en mots phonétiques. Alors, dans un mot phonétique, tout est attaché. Qu'est-ce que ça veut dire? Un mot phonétique, c'est un énoncé de signification minimale en situation de communication que l'on va prononcer en un seul souffle. C'est un maximum de 6 à 7 syllabes. Donc, dans un mot phonétique, il y a 6 syllabes. Pour les francophones qui parlent vite, donc c'est 6-7 syllabes. En moyenne, c'est plutôt 3, souvent dans les noms de rues, rue Nouvelle, boulevard Raspail, bon ça c'est 3-4 syllabes, rue Charlemagne, les noms des stations de métro aussi, c'est souvent 3-4 syllabes au total. Et donc la frontière sonore ne coïncide pas avec la frontière graphique, donc puisque quand je dis dans un mot phonétique, où tout est attaché, vous voyez bien que je vais faire des connexions qui ne correspondent pas aux mots écrits du dictionnaire. Donc ça veut dire qu'un mot lexical, un mot du dictionnaire ne coïncide pas avec le mot phonétique, et c'est pourquoi dans première classe, j'ai voulu que les aides de vocabulaire soient prononcées, mais pas de façon isolée. Par exemple, le mot avion. En fait, on n'entend jamais quand on parle. On n'entend jamais l'enveloppe sonore avion. On entend un avion, l'avion, des avions, par avion, quel avion, donc jamais ça. Donc c'était important d'avoir dans l'aide sonore le mot qui soit précédé des différents déterminants pour avoir toutes les images sonores possibles. Et
Et donc, ce concept a été développé par le phonéticien François Violent dans La vie sociale des sons en 2005. Et ça explique bien pour nous la difficulté qu'ont les étrangers à identifier les mots du dictionnaire, les mots qu'ils connaissent déjà, dans le flux continu du français parlé. Et donc, ce que disent aussi les apprenants, c'est que le français est très connecté. Et donc, c'est bien, je l'ai déjà dit, donc c'est parce qu'on parle en mots connectés que c'est difficile de nous entendre. Alors, cette continuité du français, elle est tout à fait typique. Et comme on reproduit l'accentuation à la fin quand on parle une langue étrangère, si on n'a pas pris l'habitude de le percevoir, eh bien, on va aussi faire la même chose. Enfin, moi, je sais que je fais ça en anglais, que je vais connecter les syllabes entre elles en reproduisant ma continuité du français lorsque je parle anglais. Alors, comment intégrer cette continuité avec les apprenants? Je vais vous donner quelques exemples de gestes que j'utilise avec ces phrases-ci, qui sont reprises ce sont des titres que vous avez peut-être déjà vus dans les pages de défi 1. Et je vais vous donner donc différents gestes. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls gestes possibles. Vous en avez certainement que vous pratiquez vous-même ou que vous allez trouver avec vos apprenants. Alors, je vous montre et on pourrait peut-être les faire ensemble. Donc, le premier, je vais insister sur le fait qu'on fait des paquets de mots et qu'il y a une respiration pour montrer la petite pause, là où je peux prendre ma respiration. Donc, l'écran est petit, j'espère que vous allez voir. Donc, je vais dire à Tahiti, on aime le surf. Donc, je reprends. À Tahiti, on aime le surf. La deuxième phrase, donc deuxième titre, la France et les Français. Alors, qu'est-ce que je vais montrer ici? C'est le fait que les syllabes s'enchaînent les unes aux autres, et donc je vais faire ce moulinet. Je vais aussi déjà travailler l'intonation qui monte ou l'intonation qui descend. La France, alors mes mains, oui, donc j'ai mes deux mains, oui, c'est difficile de montrer à l'écran, c'est plus facile quand on est en présentiel. Donc je reprends, la France et les Français. Et les Français, pardon, je dois descendre, et là on ne voit plus mes mains. Donc je reprends, la France et les Français. Donc ça, c'était pour bien montrer cette continuité. Alors, pour la phrase suivante, je voudrais montrer la durée sur la dernière syllabe, cette syllabe accentuée qui subit cet allongement. Alors, je vais le faire en plus petit pour que vous le voyez sur l'écran, mais normalement, j'ai un geste plus ample qui prend bien la mesure de l'ensemble du mot phonétique. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que ma maman... Donc, j'écarte mon élastique et il est vraiment très allongé sur man, qui est la syllabe la plus longue. Même encore. Donc, est-ce que ma maman m'aime encore? Et enfin, pour la dernière proposition, le dernier titre, là, je vais utiliser un petit marteau pour montrer que l'accentuation est plus forte, plus d'intensité sur la dernière syllabe. Exemple, comment tu t'appelles? Donc, j'ai mon marteau imaginaire, là, comment tu t'appelles, et je tape sur la table. Comment tu t'appelles? Voilà, ça vous pourra aider aussi à bien placer l'accentuation. Alors maintenant, à partir de ces gestes, pour intégrer la continuité, on pourrait aussi travailler avec des transcriptions rythmiques. Et voici un exercice que je vais vous proposer de faire, mais que vous pourriez faire aussi avec vos classes en reprenant par exemple une phrase d'une chanson et proposer un patron rythmique. La première phrase va apparaître. Vous voyez, à Tahiti, on aime le surf. Alors, quel est le patron rythmique qui correspond le mieux? Tititita, 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 tita, tititita, tititita, titita.
Super. Donc, c'est bien la deuxième proposition. Tititita, à Tahiti, tititita. On aime le surf. Alors, on va continuer avec les phrases suivantes que je vous avais montrées dans le premier énoncé. La France et les Français. Quel serait le patron rythmique qui correspond à ce modèle? Alors, génial. Donc, la France et les Français. Tititita. Super. La phrase suivante de notre manuel défi. Est-ce que ma maman m'aime encore? Qu'est-ce qu'on pourrait associer comme patron rythmique? Oui. Tititita, titita. Est-ce que ma maman m'aime encore? Donc, vous voyez aussi le symbole de pause, le dièse que j'ai utilisé. J'avais, je pense, oublié de vous le signaler. Et enfin, la dernière phrase. Bon, ça va être facile. Comment tu t'appelles? Voilà, donc là, c'est plus facile parce qu'on a un seul groupe rythmique, donc un seul mot phonétique pour cette question-là. Donc, il s'agit bien du premier patron, tititita, pardon, comment tu t'appelles, tititita. Voilà, pour reproduire ce patron, on peut aussi le taper dans les mains. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien. On peut aussi marcher sur ce rythme si on préfère, si on a cette pratique-là. Alors, merci d'avoir répondu à ces exercices. Et maintenant que la notion de continuité de syllabes dans un mot phonétique est établie, on va faire un zoom sur, voilà, donc les réponses, vous les verrez. On va faire un zoom sur les syllabes du français. Et en fait, donc la base de la syllabe pour le français, c'est la voyelle. Et on peut avoir des syllabes qui sont constituées d'une voyelle toute seule, comme par exemple A, ou d'une consonne et d'une voyelle, bon, ou bien une consonne qui est, une voyelle qui est précédée d'une consonne et qui est suivie par une consonne, comme par exemple par. Et la structure de la syllabe, elle est importante parce qu'elle peut influencer le timbre des voyelles, par exemple pour le son. Et je vais toujours la voir quand la syllabe est terminée par la voyelle E. Tandis que le E, il sera toujours apparent quand la syllabe est terminée par une consonne R. Enfin, par une consonne, en l'occurrence ici le R. Donc ça, c'est important de pouvoir aussi découper le mot phonétique en syllabes. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre aux apprenants. Alors attention, donc je parle bien de syllabes orales, pas de syllabes écrites. Par exemple, le mot couple que vous voyez ici sur la diapo, eh bien, comprend une seule syllabe. Alors, cette notion de syllabe, elle va nous permettre d'expliquer un certain nombre de phénomènes à l'intérieur du mot phonétique, et ce sera beaucoup plus visible à l'aide de l'alphabet phonétique international. Mais l'alphabet phonétique international, enfin, vous le connaissez sans doute, ou sinon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de symboles différents à apprendre aux apprenants, et vous allez voir qu'ici, on décode assez facilement. Donc, on a une règle qui va s'établir, c'est qu'on va avoir une combinaison qui va s'opérer à l'intérieur même du groupe phonétique. Comme la syllabe de préférence, c'est la syllabe consonne-voyelle. Donc, consonne-voyelle, c'est dans 80% des syllabes qui ne sont pas accentuées, et une syllabe accentuée sur deux, elle a la structure consonne-voyelle. Donc, les syllabes sont déjà en contact à l'intérieur du mot phonétique, parce qu'il n'y a pas de pause à l'intérieur du mot phonétique. Et donc, tout naturellement, eh bien, monsieur consonne qui termine la syllabe précédente, il va aller
contacter, se rapprocher de la voyelle qui commence la syllabe suivante. Comme ici on a l'expression par avion, va devenir paravion. Alors je vous propose, donc ça va expliquer un certain nombre d'éléments. On va les observer dans quelques questions. Donc on avait expliqué les liens euphoniques, ce sont des liens de musique. Les enchaînements, c'est comme dans paravion. L'élision, dont vous connaissez, c'est le fait de dire l'école et pas la école. La liaison, c'est le fait de dire un homme et pas un homme. La consonne euphonique, c'est celle que j'utilise pour dire vas-y, va-t'en. Donc c'est aussi le mot cet que je vais utiliser pour dire cet arbre et pas ce arbre, ou le mon que je vais utiliser pour dire mon épouse et pas ma épouse. Alors, premier petit exercice. Donc, quel est le procédé que j'utilise? Donc, la question va apparaître. Donc, le procédé que j'utilise dans bon anniversaire pour avoir la structure de la syllabe consonne-voyelle. Alors, est-ce que je fais une liaison? Est-ce que je fais une élision? Un enchaînement? Ou est-ce que j'utilise une consonne euphonique? Ou j'utilise la forme au masculin à la place du féminin? Alors, la réponse voyage. Voilà, donc super, bon anniversaire. Il s'agit bien d'une liaison, puisque normalement dans bon, on ne prononce pas la consonne finale, mais comme elle est devant une voyelle, on va la prononcer. L'enchaînement, je pourrais l'utiliser si la consonne est toujours prononcée, ce qui n'est pas le cas. Et ce n'est pas une consonne euphonique non plus, parce que ce n'est pas une consonne que je vais ajouter à un mot. Donc elle est déjà présente dans le mot. Alors, on va pouvoir regarder une autre expression pour voir quel est le procédé qui est utilisé là, toujours pour avoir la consonne voyelle. Donc dans l'expression « mange-en », qu'est-ce qu'on utilise pour avoir la structure consonne voyelle? Super. Donc, dans mange-en, on utilise bien la consonne euphonique. Bon, ben alors, je trouve que, c'est super, vous connaissez bien le système, et je crois que ce serait chouette maintenant de découvrir une première capsule phonétique. C'est une capsule phonétique. Je vais vous expliquer donc où on peut les trouver. Donc, la capsule phonétique, on va dans l'espace virtuel. Hein, vous allez vous connecter à votre compte et c'est accessible quand on a le compte premium. Vous vous connectez, vous allez choisir nos manuels et nos ressources et ensuite vous allez choisir défi puisque c'est là que se trouvent les 16 capsules phonétiques de défi 1 et celles de défi 2 seront disponibles dans quelques semaines. Donc voilà, vous voyez nos manuels, nos ressources, défi 1 et les 16 capsules. Ensuite, je voulais vous dire que donc c'est pas moi toute seule qui les ai élaborés, j'ai fait ça avec Valérie. L'objectif, c'était vraiment d'avoir une explication très simple, en lien thématique avec l'unité. Donc c'était aussi une contrainte pour nous parce que on devait partir des mots qui existaient, qui étaient présents. C'est court parce que ça fait plus ou moins, entre 1 et 2 minutes. L'objectif, c'est un élément de prononciation, le rythme, l'intonation ou les sons. Et donc, pour défi 1, on a vraiment privilégié le rythme et l'intonation. Alors, on veut
s'adresser à la fois à l'enseignant et l'apprenant. L'enseignant parce qu'il n'a pas toujours eu un bagage de phonétique très fourni dans sa formation, et on va s'appuyer sur des métaphores, des images, des animations. Alors c'est vraiment important de se focaliser sur ces éléments de rythme et d'intonation, enfin même de son, d'y prendre beaucoup de temps. C'est payant, c'est gagnant par la suite, et ça compte de le faire dans les 60 premières heures de contact avec le français. Donc, je vous propose de passer tout de suite à l'observation de cette première capsule phonétique, donc qui est une capsule qui concerne l'accentuation du français sur le contexte des monuments de Paris. Voilà, bonne visualisation. En français, on parle par groupe de mots. On accentue et on allonge la dernière syllabe du groupe de mots. Bienvenue à Paris. Paris, Versailles, le Louvre, le métro, la Tour Eiffel. Paris, Tita, Paris. Versailles, Tita, Versailles. Le Louvre, Tita, le Louvre. Le métro, Titita, le métro. La Tour Eiffel, Tititita, la Tour Eiffel. Paris et Versailles, Titititita, Paris et Versailles. Le Louvre et le métro, Titititita, le Louvre et le métro. Versailles et la Tour Eiffel, Tititititita, Versailles et la Tour Eiffel. Oui, bon, j'y vais, merci. Alors, en ce qui concerne, donc on a vu déjà pas mal d'éléments à propos du rythme. Il y a une dernière chose que je voudrais expliquer. Donc, les syllabes ont la même durée à l'intérieur du mot phonétique, et je le montre ici assez rapidement à partir de mots transparents comme cinéma, restaurant ou confortable, parce que vous savez qu'en anglais ou en portugais, on peut comprimer certaines syllabes. Alors, comment le faire saisir? Et je peux vous dire que je l'ai vu dans les yeux d'un apprenant qui était déjà B1 et qui venait d'arriver dans mon groupe, eh bien que le fait de scander les syllabes en utilisant le tam-tam, donc vous voyez l'image là du tam-tam francophone, eh bien ça lui a permis de constater que chaque syllabe avait la même importance que l'autre du point de vue de la durée. Donc voilà, ça c'était un élément qu'on peut aussi pratiquer en classe assez facilement. Alors après le rythme, l'intonation, et je vais peut-être vous poser une question, parce que, enfin une ou deux questions, le temps avance malheureusement assez vite. Donc, comment vous considérez l'intonation du français? Est-ce que vous la considérez plutôt plate, plutôt montante, plutôt montante-descendante, plutôt descendante ou descendante-montante? Oui. Alors, plutôt montante, je vois que c'est ça qui domine. Alors, en fait, oui, oui et non. Parce que,
en fait, elle est assez monotone puisque l'intonation va couvrir non pas une syllabe, mais un ensemble de syllabes. C'est différent des langatons comme le vietnamien ou le chinois, où on aura une intonation qui va changer sur chacune des syllabes. Et quand on a une phrase simple, une phrase courte, eh bien, ce sera relativement plat. Quand on a une phrase avec beaucoup d'éléments, enfin une phrase complexe, eh bien, à ce moment-là, on va monter. Bon, je vais faire blablabla, 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 et je redescends. Donc plutôt type montant, descendant. Alors, je voudrais aussi vous poser une question sur la tonalité qui est la moins fatigante en français. Ça, parce que ça pourrait être une question intéressante pour la personne qui prend beaucoup la parole, comme le professeur. Alors, vous allez avoir à apparaître cette question. Quelle est la tonalité la moins fatigante en français ? Est-ce que vous la voyez? Donc, je vous donne déjà l'exemple. Le ton pour dire quoi? Le ton pour dire le pas dans je ne sais pas. Ou le ton pour dire zut, bravo. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est le ton le moins fatigant? Bon, eh bien, la majorité s'exprime très vite en disant que le ton le moins fatigant, c'est le ton que j'utilise pour dire le E ou le M. Donc ça, c'est le ton de base, en fait. Et donc, merci beaucoup pour vos réponses. Donc, j'ai déjà commenté certaines choses. Donc, l'intonation, elle s'applique bien à un ensemble de syllabes. Et en fait, l'intonation, elle a une correspondance avec le groupe syntaxique ou le mot phonétique. Et la modification la plus importante, elle se passe sur la dernière syllabe, comme par hasard, hein, comme l'accentuation. Donc, ça fonctionne bien. On pourra dire qu'il y a 4 niveaux. Vous voyez que j'ai des portées intonatives. On a 4 niveaux. Niveau 1, 2, 3, 4. Alors, l'aigu, c'est celui que j'ai utilisé pour dire quoi? Le haut, c'est l'exclamation. Zut, bravo! Le médian, donc le niveau 2 pour le E. Et le grave, qui est quand j'ai terminé ma phrase. Donc, le pas dans je ne sais pas. Alors, je vous propose de passer tout de suite à une explication, donc avec la métaphore de la maison, pour comprendre ces différents niveaux et aussi comment fonctionne l'intonation dans une situation de question. Quelle est la musique de votre langue pour signifier une question? Est-ce que la musique monte? Est-ce que la musique descend? Est-ce qu'elle est stable? Pouvez-vous l'imiter avec la? En français, l'intonation s'étage sur 4 niveaux. Le niveau le plus confortable est le rez-de-chaussée, le niveau 2. En général, on commence à parler sur le niveau 2. Et pour les questions, quelle est la mélodie en français? La question qui commence par un mot interrogatif ne commence pas au niveau 2. La question avec un mot interrogatif commence tout en haut, au 4e étage. Le mot interrogatif se place au 4e étage. Que connaissez-vous de la Belgique? Ta ti 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 ta ti 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 ta. Que connaissez-vous de la Belgique? La voix commence au 4e niveau. Que, à la fin de la question, avec un mot interrogatif, je peux choisir entre 2 niveaux d'intonation. Descendre au niveau 1 pour dire que la phrase est finie. Ou monter au niveau 4 pour rappeler que c'est une question. Que connaissez-vous de la Belgique?
Que connaissez-vous de la Belgique? En situation informelle, il y a une mélodie spécifique. Un spéculoos, c'est quoi? Tu veux un spéculoos? Pour la question informelle, la voix part du niveau 2 et monte au niveau 4. Un... Quoi? Ti-ti-ti-ta, ti-ta. C'est à mettre sur le niveau 2. Un spéculoos, c'est quoi? Voilà. Donc ici, je trouve que c'est intéressant de voir que cette intonation, elle monte jusqu'au 4e étage. En fait, elle peut être plus aiguë que pour la langue de référence des apprenants et correspondre à peut-être ce que pourrait dire une voix féminine, mais pas une voix masculine. Donc il y a parfois des réticences psychologiques qui interviennent dans le fait de monter jusqu'au 4e étage pour cette question. Surtout quand, enfin, il n'y a pas de mot interrogatif, mais c'est vraiment important de le faire saisir. On peut s'aider aussi à faire avec les gestes en levant les mains pour bien faire monter vers l'aigu, parce que l'intonation, elle procède par mise en relief sur l'aigu. Donc voilà pour des éléments de base pour cette prononciation. Encore peut-être une spécificité. Donc on a vu la question. Quand je n'ai pas fini de parler, eh bien là aussi, eh bien je vais monter jusqu'au 3e niveau et ma voix est en l'air, ça veut dire qu'on peut pas me couper. Donc ça c'est important aussi à faire saisir. Cette voix en l'air, elle est utilisée quand je fais une énumération, quand je compte 1, 2, 3, l'alphabet, une série de chiffres, les numéros de téléphone, une liste d'ingrédients. Donc ça c'est très intéressant aussi à faire acquérir. Alors, pour bien montrer que j'ai fini de parler, je dois descendre à la cave. C'est pas du tout facile pour certains apprenants de descendre dans le grave. Il faut aussi faire des gestes pour soutenir le corps, pour qu'ils sentent comment faire baisser la voix. Donc ça, j'ai eu pas mal de difficultés avec un étudiant vietnamien, par exemple. Donc voilà. Et alors l'exclamation, donc là c'est beaucoup plus abrupt. Tant pis. Donc ça c'est une intonation de base. Donc, on a 4 capsules qui expliquent ces intonations de base. En réalité, il y a au minimum 10 modèles d'intonation, mais ce sont les plus importants ici qui doivent être expliqués lorsqu'on débute en français avec les apprenants. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous propose d'écouter les podcasts dans lesquels j'interviens, dans les 3 liens ici. Vous connaissez le site Agito. Ici, c'est le site Au son du fleu, animé par Michel Billière, donc spécialiste de la méthode verbotonale. Et alors, si vous voulez découvrir des activités qui soient ludiques, conviviales et sans complexe pour pratiquer le rythme et l'intonation en classe, en collectif, eh bien, je vous propose d'aller voir des exemples sur le site Compagnon de nos fiches. Et là, vous verrez des exemples d'étudiants qui sont en train de pratiquer ces exercices. Bon, j'espère que maintenant, vous voyez mieux par quoi commencer votre enseignement de la prononciation en classe, donc quel que soit le niveau, les langues et l'âge de vos apprenants. Alors, je crois qu'on a encore la possibilité de répondre à quelques questions en ce qui concerne le rythme et l'intonation. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous partager tout cela. J'espère que cela a pu répondre à vos questions. Je vous souhaite... Merci Geneviève. Juste une petite chose, est-ce que tu aurais 2 petites minutes? Parce qu'on a une personne qui a demandé, lorsque tu as parlé des gestes pour intégrer la continuité, où est-ce que les professeurs, enfin les participants peuvent trouver des explications ou est-ce que tu peux spécifier où on explique cette pratique? Ah, alors où on l'explique, je ne pense pas
enfin, je crois qu'il y a une publication scientifique de ma collègue Valérie Collige qui, elle, a fait une publication d'articles en observant tous les gestes que nous faisions en classe pour exprimer cette continuité. Mais si vous voyez, enfin, c'est difficile peut-être si je fais comme ça. Voilà un geste très simple pour montrer cette continuité. Ah, je ne t'entends pas, Séverine. J'active mon micro. Oui. Voilà, il faut qu'on joue entre les deux ordinateurs. Merci beaucoup. Il est midi, donc on va te libérer. On va vous répondre, donc on va ouvrir le chat. Je sais que on a essayé de répondre en direct à toutes les questions reçues. On a eu des références à, par exemple, un dictionnaire de la prononciation en ligne qui s'appelle le dictionnaire Forvo. Une des participantes nous a aussi parlé ou a fait référence à la méthode Gattegno. On a eu aussi quelqu'un qui a fait référence à un site internet développé par l'Université de Lausanne, le site Phonocolor. Donc, je pense que ce sera l'objet d'une prochaine session. Justement, on voit que la phonétique est l'objet de nombreuses études. Donc voilà, on transmettra tous ces points à Geneviève et on verra justement si on peut l'aborder dans un autre contexte ou prolonger cette réflexion autour de la phonétique, soit dans le cadre d'une prochaine rencontre virtuelle ou alors dans un article ou dans un atelier présentiel. D'accord? Donc on prend bien tout ça en compte. Maintenant, donc nous allons ouvrir le chat de fin de session. Merci à tous. Merci Geneviève pour cette intervention très intéressante. Vous avez été environ 200 personnes de connectées en direct. Donc voilà, merci à tous. Donc, dans quelques heures, à 15 heures de Paris, vous allez recevoir le fameux mail vous demandant de répondre à un questionnaire de satisfaction. Et dans ce même mail, vous aurez un certificat d'inscription à la rencontre virtuelle. Et dans quelques jours, la semaine prochaine, vous recevrez un autre mail vous informant de la mise en ligne de l'enregistrement de cette rencontre virtuelle et du PowerPoint sur notre espace virtuel, notre plateforme en ligne. Et dans cette plateforme-là, justement, c'est là aussi vous pouvez avoir des échantillons, des capsules de phonétique présentées par Geneviève aujourd'hui. Merci à tous et à une prochaine fois. On se quitte comme on s'est retrouvé en musique. Merci à tous et à bientôt.